Bienvenue à cette cinquième conférence d'Écho d'Archéo. Je remercie la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et le Musée archéologique de la bataille de Gergovie pour leur invitation. Je m'appelle Catherine Broniquet, je suis professeure d'histoire de l'art et d'archéologie antique à l'Université de Clermont-Auvergne et je vais vous entretenir des nouvelles recherches qui sont en cours sur la nécropole romaine des Martres de Verre. Depuis 2017, une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle réétudie les collections archéologiques découvertes anciennement de la nécropole des Martres de Verre, collections qui sont actuellement conservées au musée Bargoin de Clermont-Ferrand. C'est à la présentation des principaux résultats de ces recherches qu'est dédiée cette conférence. Tous les archéologues connaissent la variété des artefacts provenant du site, notamment grâce à l'extraordinaire conservation des matériaux organiques qui a défrayé la chronique à la fin du XIXe siècle. Si la découverte de céramique, de métal, de verre est habituelle pour les archéologues, il est en revanche beaucoup plus rare de trouver des pièces textiles entières, du bois, du cuir, jusqu'aux cheveux des défunts. Les causes de cette conservation exceptionnelle, nous ne pouvons pour le moment que les soupçonner. Elles sont vraisemblablement liées à la présence de poches de gaz carbonique dans le sous-sol de la commune, mais cela n'a pas été prouvé de façon scientifique. Et paradoxalement, avec des collections aussi spectaculaires que celle-ci, eh bien la nécropole restait extrêmement mal connue. Les Martres de Verre sont une commune du Puy-de-Dôme à quelques 15 km au sud de Clermont-Ferrand, au pied du Puy de Coran. Le site antique est installé dans une boucle de l'Allier et les vestiges qui nous retiennent sont localisés, concentrés dans le secteur du Lot que l'on voit sur cette carte, où l'occupation romaine est datée des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Le site romain a été exploré à 3 reprises. En 1851, tout d'abord, des découvertes fortuites liées à des creusements effectués par des ouvriers qui extrayaient de l'argile. En 1893 pour des fouilles de plus grande ampleur et enfin en 1922-1923. Notre connaissance a été très largement influencée par la publication d'Auguste Audolan parue en 1923. Auguste Audolan était professeur de littérature classique et doyen de la faculté des lettres de Clermont-Ferrand. Il était également ancien membre de l'école de Rome et directeur du musée Bargoin. Lorsque nous avons lancé le programme collectif de recherche Archéomartres, notre premier souci a été de faire le tour de la documentation publiée disponible, qui s'est avérée non seulement très fournie, mais qui a été également totalement renouvelée par la découverte de documents inédits aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Ces archives inédites ont totalement modifié notre connaissance du site, de ses collections et également des fouilleurs qui sont impliqués dans leur découverte. Afin de lancer durablement le programme collectif de recherche Archéomartres, nous avons également rassemblé toutes les données disponibles avec d'une part l'aide des agents du musée qui ont dressé des inventaires récents et des chercheurs qui avaient travaillé sur certaines collections sans pouvoir tout à fait finaliser leurs réflexions faute de documents récents. De sorte que nous disposions, avant même de lancer véritablement les opérations, des éléments suivants: des inventaires actualisés, des archives de spécialistes du textile et de la restauration de ces pièces textiles, des photographies anciennes, certaines dues à l'obligeance de l'entreprise Michelin qui documente le terrain, des archives inédites écrites par les fouilleurs eux-mêmes, évoquées précédemment et qui proviennent donc des archives départementales.
L'ensemble de cette documentation nous a permis de sélectionner 5 grands domaines de recherche pluridisciplinaires. Ceux-ci sont représentés par le schéma qui est à l'écran. Ces domaines sont inégalement avancés aujourd'hui, mais s'articulent parfaitement les uns aux autres et notre PCR est évidemment à l'entrecroisement de ces différents domaines. Les archives inédites, tout d'abord, ont amené un constat. Si Auguste Odolant a bien fouillé au martre de verre dans les années 1920, il n'est pas du tout à l'origine des premières découvertes qui ont été d'une part fortuites, puis ensuite réalisées par Jacques-Émile Kuhn, qui est un érudit local au profil extrêmement complexe. Kuhn a été ingénieur, féru de thermalisme, brasseur également, il était propriétaire de la brasserie de Chamalières où Pasteur a fait ses recherches ses expériences sur les levures. Il a été également maire de cette même commune, Chamalières, écrivain à ses heures, archéologue et collectionneur d'objets archéologiques et ethnologiques. C'est lui qui a conduit les fouilles de 1893 au martre de verre qu'il détaille dans ce manuscrit inédit de quelques 400 pages, écrit pour accompagner un projet de valorisation d'une source thermale sur la commune, projet qui n'a malheureusement jamais vu le jour. L'analyse de l'ensemble de la documentation connue et inédite a permis de montrer que les découvertes et leur chronologie étaient beaucoup plus fournies qu'on ne le croyait et qu'au moins pour les fouilles anciennes, ce ne sont pas 6 tombes, comme le prétend Auguste Odolant, qui ont été découvertes, mais presque 90 qui ont été fouillées au XIXe siècle. Ces tombes sont évidemment très inégalement documentées, puisque nous ne disposons pas véritablement de rapports d'opérations archéologiques pour chacune d'entre elles, mais regroupent inhumation en cercueil, peut-être aussi inhumation en pleine terre, et crémation, établissant ainsi que la nécropole romaine était mixte. Bien entendu, l'ensemble de ces tombes et leur quantité ont imposé une nouvelle nomenclature. Il a fallu renuméroter l'ensemble afin de rendre compte de toute cette documentation et surtout s'abstraire de la classification avec des lettres proposée par Auguste Odolant et bien entendu rassembler toutes les informations pour décrire ces tombes. Et là, on s'est aperçu qu'on n'était plus du tout dans la même perspective qu'avant. Ce ne sont pas quelques tombes erratiques dont nous disposons, mais bien un ensemble funéraire d'envergure. Je vous montre à quoi ressemble le détail de ces tombes, vues à travers ces tableaux qui sont juste informatifs, où l'on voit très nettement les différences de description et de documentation pour chacun de ces ensembles, mais on voit aussi très nettement que c'est quelque chose d'absolument inédit et tout à fait extraordinaire. Face à ces informations qui commençaient à prendre corps, nous avons cherché également à rassembler tous les documents permettant de cerner la localisation de la nécropole. On voit sur cet écran que les entités archéologiques documentées par la base patriarche et l'ensemble des petits rapports auxquels nous avons accès sont très localisées, mais comme telles ne dessinent pas véritablement quelque chose de très cohérent. Il a fallu reprendre l'ensemble de la documentation, s'appuyer également sur les informations fournies par des opérations archéologiques anciennes, programmées et désormais préventives pour reconstituer quelques grands secteurs du site que vous voyez sur l'écran de droite. Les sources sur lesquelles nous pouvions nous appuyer étaient en fait très diverses. Des mentions descriptives dans la documentation publiée, mais également aussi des mentions descriptives dans les rapports inédits, celui d'Émile Kuhn et également celui d'Auguste Odolant qui décrit ses propres tombes.
Des photographies aériennes qui ont été prises sur le site depuis les années 70, qui donnaient des éléments permettant de soupçonner la présence d'axes de circulation sur ce secteur de la commune. Il y avait également le cadastre napoléonien qui pouvait nous être utile, étant donné que dans la documentation inédite, les parcelles cadastrales sur lesquelles ont été faites certaines découvertes mentionnaient également le nom des propriétaires, qui permettait donc une ébauche de réflexion sur cet ensemble. La superposition du cadastre napoléonien, du cadastre actuel, de photographies aériennes et des éléments donnés par les fouilles archéologiques anciennes et récentes ont permis d'obtenir ce premier document d'étape que vous voyez à l'écran, et nous ont permis également de constater que la nécropole que nous étudions n'était pas une petite affaire, puisque sa superficie avoisine les 6000 mètres carrés que nous ne soupçonnions évidemment pas immédiatement. Nous avons pu également, grâce à ces divers éléments, mieux comprendre son positionnement à l'intérieur du site antique, comme vous le voyez sur cet écran, avec les différents axes de circulation qui délimitaient vraisemblablement des secteurs artisanaux, peut-être monumentaux dans certains cas. Malheureusement, nous n'avons pas d'habitat associé, mais on voit très nettement que la nécropole est à proximité d'un de ces axes de circulation. Nous sommes enfin parvenus à replacer les parcelles explorées au XIXe siècle et au début du XXe siècle sur le cadastre actuel, à retrouver les traces des carrières d'argile dont parlent les fouilleurs, et en particulier Auguste Dolan, à replacer l'emplacement de ses propres fouilles ainsi que celles de 1893, et on constate on ne peut plus clairement sur ces deux écrans que la localisation de la nécropole est ici concomitante ou jouxte plus exactement un lotissement actuel qui a très vraisemblablement partiellement bouleversé une partie du terrain dans les années évidemment bien antérieures à notre travail. Une bonne partie des tombes ont pu être replacées dans leurs parcelles d'origine, inhumation et crémation rassemblées. On a pu également retrouver l'emplacement approximatif des découvertes fortuites, retrouver également l'emplacement des probables bûchers qui sont mentionnés dans les sources inédites, et on voit sur ce schéma que certaines parcelles sont extrêmement riches en découvertes et concentrent une bonne partie des tombes que nous étudions. Le protocole mis en place a permis tout d'abord de traiter les urnes cinéraires, puis les inhumations. Les urnes cinéraires ont été identifiées, elles sont au nombre de 38, ce qui n'est pas peu, toutes conservées au musée Bargouin. Malheureusement, toutes ont été manipulées par le passé, mais nous n'avons pas lieu de supposer des mélanges d'une urne à l'autre. Leur examen a permis de comprendre la nature des contenants qui livraient les ossements, majoritairement des coffres en bois, mais également aussi des vases en céramique, des aménagements qui leur étaient associés. L'étude a permis également de mieux cerner le contenu de ces urnes. Évidemment, on retrouve en majorité des ossements d'adultes, très peu d'individus immatures, mais tous ces ossements sont associés également à de la faune provenant des bûchers funéraires, faune qui, sans surprise, livre beaucoup d'os de suidés, ainsi que quelques autres espèces, mais en proportion beaucoup plus sporadique. On a pu également découvrir au fond de certaines urnes, et encore correctement spatialisées, car en place, des macro-restes, des feuilles, des graines, des mèches de cheveux coupées, qui traduisent des gestes funéraires totalement inédits
que je vous montre sur cet écran. Voilà donc un aperçu d'une de ces urnes, de la faune et des proportions d'espèces animales représentées à l'intérieur de ces urnes, des macro-restes, des mèches de cheveux dont on voit au milieu, en bas de cet écran, qu'elles sont effectivement coupées nettes, tranchées, de façon volontaire. Ce ne sont pas des cheveux qui se seraient trouvés fortuitement là. Et également le fond d'une de ces urnes avec encore des feuilles qui sont prises dans les sédiments. Voici un aperçu du contenu global de ces vases cinéraires. Nous avons également porté une attention particulière aux autres restes humains, cette fois provenant des inhumations qui étaient conservés au musée Bargouin. Ces restes humains conservés au musée Bargouin étaient pour la plupart d'entre eux disjoints, complètement décontextualisés ou parfois pris encore dans des amalgames de tissus et d'autres artefacts comme on le voit en haut à gauche de cet écran. 5 individus ont pu être identifiés, souvent réduits à quelques ossements, mais identifiés de façon tout à fait fiable. Et enfin, une unique photographie prise sur le terrain lors des fouilles de 1922 nous donnait des repères concernant l'organisation des tombes. Cette photographie décrit l'ex-tombe I, que nous appelons maintenant la SP47 selon notre nouvelle nomenclature. Cette sépulture SP47 que l'on voit un petit peu mieux ici est une sépulture en cercueil de bois. L'individu était encore présent à l'intérieur du cercueil au moment des fouilles, peut-être un petit peu moins bien conservé que dans le cas des découvertes effectuées en 1893, mais en tout cas le cercueil a pu être ramené dans les années 1920 au musée Bargouin, où il a été exposé jusque dans les années 90 du XXe siècle dans les salles du musée, comme on le voit sur cette photographie. À la faveur d'une tentative réussie de datation par dendrochronologie, on a ouvert ce cercueil et l'on s'est aperçu que son contenu était encore partiellement spatialisé à l'intérieur et que ce cercueil n'avait en fait pas été étudié à fond au moment où il a intégré les collections du musée. Ce cercueil, nous nous sommes littéralement jetés sur son contenu puisque l'on avait évidemment beaucoup d'informations à récupérer dans cette affaire. Nous avons pu constater, grâce à des études approfondies, que le fond du cercueil était tapissé d'une fourrure, ce qui est totalement, là aussi, inédit, qu'il contenait diverses qualités de textiles, des bandes moltières que l'on voit encore en place sur les chevilles et les genoux du défunt, d'autres pièces textiles, une résille, probablement les restes d'une tunique très mal conservée et une couverture en laine qui était par-dessus l'ensemble dont on n'a malheureusement plus que des fragments. Nous avons pu constater également la présence de mèches de cheveux coupées, très diverses, apparemment plusieurs types de cheveux et vraisemblablement plusieurs personnes ont été impliquées dans ce geste funéraire. Nous avons également constaté la présence de fragments de verre que l'on appelle communément du verre pilé, mais ce verre pilé ne traduit peut-être pas un geste funéraire particulier, il peut s'agir d'un problème de conservation d'objets en verre à l'intérieur du cercueil. Cet ensemble nous a évidemment conduit à regarder d'un petit peu plus près les amalgames d'ossements et de tissus que nous connaissions, mais qui provenaient d'autres tombes, puisque là on s'est aperçu, on avait les traces de gestes funéraires, on avait des informations sur les textiles, donc on s'est dit que nous allions revenir un petit peu à ces amalgames pour essayer d'en savoir un petit peu plus.
Ces amalgames de tissus que vous voyez sur cet écran ont été fouillés en laboratoire au musée Bargouin lui-même et ont été véritablement examinés avec beaucoup de minutie en étant attentifs aux moindres détails. Ils contiennent d'autres fragments textiles, dont un dont nous connaissions par ailleurs d'autres éléments, mais également aussi d'autres pièces textiles et d'autres artefacts qui étaient pris dans ces ensembles. D'un point de vue textile, cette approche nous a permis de compléter l'ébauche d'une deuxième tunique qui complète évidemment la tunique entière que tout le monde connaît, qui est conservée au musée Bargouin. Cette deuxième tunique était connue depuis les années 1990, mais celle-ci, comme vous le voyez sur cette ébauche d'assemblage, est en morceaux. Elle a été arrachée vraisemblablement à une tombe selon des modalités un petit peu énergiques, va-t-on dire, puisque vous le voyez, elle est véritablement en lambeaux. Et cette tunique est en laine très brune, elle possède un certain nombre de caractéristiques techniques, bien entendu, dont la présence de 2 clavis qui encadrent l'encolure. Je vous les montrerai sur un autre écran. Et elle s'avérait incomplète, difficile à comprendre dans le détail, même si dans ces grandes lignes, nous avions déjà là quelque chose de tout à fait exceptionnel. En nous aidant de tous les indices possibles, en particulier de tous les indices techniques que recherche l'archéologie du textile, la présence d'ourlets, de lisières, de cordelines qui sont des arrêts latéraux des pièces textiles lorsqu'elles sont sur le métier à tisser, la présence de clavis, de reprises, de fautes de tissage, nous avons compris que cette tunique était d'un modèle cruciforme, comme vous le voyez sur cet écran, avec ici un schéma établi grâce à un autre fragment qui provient d'un autre contexte et qui est vraisemblablement tissé selon le même procédé, puisque les détails techniques sont les mêmes, et qui se positionnait à l'angle inférieur de la tunique, à l'emplacement de l'équerre rouge sur ce schéma. Cela nous a permis de comprendre donc l'économie de l'ensemble de cette tunique. Elle était cruciforme, tissée en forme, donc en forme de croix, déposée du métier à tisser une fois qu'elle était terminée, les arrêts finis, repliés en deux pour former les manches et le corps du vêtement, cousus le long du corps et sous les manches pour former le vêtement. Bien évidemment, une ouverture, une fente prévue au moment du tissage permettait de glisser la tête et d'enfiler le vêtement. Cela nous a permis de comprendre également, alors voilà une image complétée de cette deuxième tunique avec les 2 clavis qui encadrent l'encolure, que l'on voit ici évidemment reconstituée partiellement sur cet ensemble. Nous avons pu estimer les dimensions de cette deuxième tunique à plat, non cousue, non repliée. Elle fait 2,20 m de longueur par 1,35 m de largeur, ce qui en fait un vêtement d'une ampleur tout à fait importante, qui n'a pu, compte tenu de sa forme et de ses dimensions, être tissé que sur un métier vertical à 2 ans souple, dont le modèle est celui que vous avez sur ce schéma. Métier à 2 ans souple dont nous n'avons malheureusement pas de traces parmi nos collections. Il est possible que les habitats romains des martres de verre aient abrité ce genre d'installation de travail, mais malheureusement, nous ne les connaissons pas directement. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Comme ces amalgames présentaient à la fois
des textiles, mais aussi des ossements humains. Cela nous a permis, en fouillant ces amalgames avec beaucoup de soin, en étant attentifs aux moindres détails, cela nous a permis de constater qu'on pouvait aller un petit peu plus loin dans cette approche du vêtement. Tel qu'il se présente ainsi, il est pratiquement impossible de savoir quel est l'endroit, quel est l'envers de ce vêtement, et de savoir s'il était véritablement porté dans la tombe ou simplement déposé dans la tombe. Et on s'est aperçu qu'il y avait pris entre les ossements et les restes de cette tunique à la fois des restes de peau et également des poils, permettant de comprendre quel était l'endroit, quel était l'envers, de permettre également une meilleure compréhension de la disposition du corps à l'intérieur de la tombe, et cette compréhension, évidemment liée d'une collaboration pluridisciplinaire extrêmement fructueuse, nous a également autorisé de formidables effets en retour. Le premier, c'est la compréhension de la disposition des différentes pièces textiles à l'intérieur de la tombe. Il n'y avait pas que le défunt portant sa tunique déposée à l'intérieur de la tombe, il y avait également aussi d'autres dépôts de textiles, certains pouvant être portés par le défunt, mais nous n'en sommes pas absolument certains, ou déposés au titre d'offrande à l'intérieur de cette tombe. Donc ici, je vous montre un petit peu la superposition un petit peu de ces ensembles. Il y a du textile, il y a des ossements, bien entendu, mais il y a également du verre et il y a également des traces d'objets métalliques que malheureusement nous n'avons pas pu retrouver. Voilà, les observations avec les autres textiles que vous voyez ici permettent d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation de cette sépulture. Nous avons pu également comprendre la position du défunt à l'intérieur de cette tombe. Il était couché sur le dos, les paumes des mains tournées vers le ciel, ce qui, pour une inhumation dont on ne savait quasiment rien au départ, est tout à fait remarquable et j'ajouterais même un petit peu inattendu. Nous en sommes évidemment tout à fait ravis. On a pu également comprendre ce qui s'était passé lorsque cet ensemble est revenu au musée. Et c'est là que le deuxième effet en retour s'est produit, et cet effet en retour est non des moindres. Cette tunique entière, même si elle est actuellement en morceaux, et les amalgames conservés au musée appartenaient à une seule et même inhumation. Une seule et même inhumation qui était en cercueil. Ce cercueil a été vidé à un certain moment, peut-être dans les années 1950-1960, mais ce cercueil a été exposé au musée. Nous étions persuadés qu'il n'y en avait qu'un, celui de la tombe SP47, mais en fait il y en a eu un autre, et même un troisième, puisqu'un petit coffre est également répertorié comme étant entré au musée à la suite des fouilles d'Auguste Odolan. Donc nous avons compris cela en observant les photographies du cercueil de la SP47, mais aussi des photographies de cet autre grand cercueil que vous voyez ici en bas sur cet écran, qui était exposé à gauche de la tunique dans les salles du musée Bargouin sur cette photographie de 1954. On voit donc que c'est un ensemble de cercueils qui est entré au musée à la suite des fouilles d'Auguste Odolan, qui a été exposé, mais qui n'a pas véritablement été étudié, et ce cercueil contenant cette tunique a été vidangé à un certain moment pour des raisons que nous ne connaissons pas. En tout cas, l'examen des photographies montre on ne peut plus clairement qu'il s'agit bien de deux cercueils totalement différents.
Cet effet en retour a été pour nous source d'une grande euphorie parce que on s'est aperçu que en fait là nous touchions véritablement une dimension pluridisciplinaire à laquelle nous aspirions véritablement, puisque nous glissions de l'archéologie aux archives, à l'anthropologie funéraire, à l'archéologie du textile et à la muséologie. Ce qui était tout à fait remarquable et un petit peu inattendu sur certains points, parce que nous ne pensions pas avoir la totalité de la documentation qui nous permettait d'aller jusque-là. Et bien si, nous l'avions, et ces observations sont dues à la pugnacité de l'ensemble de l'équipe, que je remercie évidemment pour son implication. D'autres chantiers, bien entendu, sont en cours concernant les collections des martres de verre. Nous avons déjà étudié les cuirs avec toute une série de chaussures. On n'en a pas tant que ça quand même, des chaussures gallo-romaines. Nous avons étudié les vanneries, dont la petite vannerie que vous voyez en haut à gauche de cet écran, qui est d'un modèle qui est répertorié dans l'iconographie à Pompéi, mais dont nous avons le seul exemplaire connu. Donc elle ne paye pas de mine, mais elle est pourtant tout à fait exceptionnelle. Bien entendu, tous les autres textiles, et il y en a à peu près au moins une bonne centaine, méritent d'être étudiés. La deuxième tunique, la première en l'occurrence, celle que tout le monde connaît, que vous voyez sur cet écran, est d'un modèle complètement différent de celle dont je vous ai parlé, puisque là il s'agit d'un vêtement qui est coupé, cousu, et qui obéit donc à une toute autre logique et qui est, compte tenu de ses qualités, très vraisemblablement le travail d'un professionnel, d'un tailleur professionnel. Elle est associée à cette longue bande que l'on a longtemps identifiée comme une ceinture, mais qui est très vraisemblablement en fait ce que l'on appelle un strophion, c'est-à-dire une pièce, un sous-vêtement, une pièce qui était initialement enroulée autour de la poitrine des femmes. Nous ne savons pas si cette tunique et si ce strophion étaient portés par la défunte ou si ces pièces étaient simplement déposées à l'intérieur de la tombe. Nous n'avons pas suffisamment d'informations, quoi qu'en dise Auguste Odolan, pour être véritablement assuré de la disposition initiale de ces pièces. Nous avons également entrepris l'inventaire et l'étude des objets en bois des martres de verre, dont cette statue que vous voyez ici, qui est une pièce elle aussi un petit peu exceptionnelle et qui est probablement antérieure à l'époque romaine. Et nous avons étudié également les céramiques. Ce sont des études peut-être plus traditionnelles, mais avec lesquelles nous parvenons à reconstituer aussi une partie des ensembles funéraires qui permettent de cerner d'un petit peu plus près la nécropole elle-même. Enfin, quelques études beaucoup plus ponctuelles ont été conduites sur des préparations alimentaires qui sont contenues dans certaines de ces céramiques et qui donnent des résultats qui sont tout à fait intéressants. On a des préparations à base de pommes, par exemple, des sortes de compotes qui, là aussi, sont des choses tout à fait inédites et associées à ces ensembles, bien entendu, encore une fois, des carporestes qui sont en cours d'étude. Donc nous sommes confrontés à un projet pluridisciplinaire qui a pris corps presque d'un seul coup, qui doit beaucoup à des collaborations extrêmement efficaces des équipes qui sont en place, et à cette occasion, il m'est agréable de remercier l'ensemble de mes collaborateurs dont les noms sont mentionnés ici, et je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Durant combien de temps cette nécropole a-t-elle accueilli des défunts ?
Alors, les datations dont nous disposons pour la nécropole romaine des Martres de Verre nous conduisent à penser qu'elle a été surtout utilisée au 1er et 2e siècle de notre ère. Il n'est pas exclu, évidemment, qu'elle ait été utilisée un petit peu plus tard, jusqu'au 3e siècle de notre ère, mais nous manquons considérablement d'informations sur ce point. En revanche, nous avons des raisons de supposer que cette nécropole prend la suite d'une nécropole de la fin de la période gauloise dont nous avons des attestations en périphérie de la nécropole romaine, mais pour laquelle nous manquons encore considérablement de données. Que sait-on des gens enterrés dans cette nécropole? Alors, il est difficile de savoir exactement qui est enterré dans cette nécropole. Nous savons par les études céramiques que l'occupation romaine des Martres de Verre a abrité des installations artisanales liées à la céramique, avec très vraisemblablement des ateliers d'envergure. Nous connaissons des signatures de potiers qui sont répertoriées depuis déjà fort longtemps, étudiées depuis fort longtemps. Il est possible que les gens qui ont été enterrés dans cette nécropole soient effectivement les potiers. Ça serait tout à fait intéressant pour vous donner une piste qui malheureusement n'a pas abouti. Dans la tombe qui a livré la tunique entière, il y avait des chausses qui présentaient une broderie qui montrait les lettres PRI, qui sont vraisemblablement l'abréviation d'un nom, et malheureusement nous avons essayé de voir si cela pourrait coïncider avec une signature de potier, prima, primus, quelque chose de ce type, mais malheureusement cela n'a pas abouti. Donc la possibilité que nous soyons confrontés à des potiers existe, elle est sérieuse, mais elle est encore difficile à cerner. Selon vous, qu'est-ce qui est exceptionnel dans cette étude ou dans ce site archéologique? De mon point de vue, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'ensemble des collections anciennes des Martres de Verre, c'est l'extraordinaire conservation des matériaux organiques. Nous n'avons pas en archéologie l'habitude d'être confrontés à une variété de matériaux organiques et aussi bien conservés que ce que l'on peut observer aux Martres de Verre. Et évidemment, le regard que nous portons sur la nécropole est tout à fait différent de celui que l'on pourrait porter sur des inhumations ou des crémations qui ne livreraient que des ossements, par exemple. Là, nous avons les cercueils, nous avons les textiles, nous avons les cuirs, nous avons des fourrures, des choses que nous n'avons absolument pas l'habitude de retrouver. Nous avons été également tout à fait surpris du potentiel de ces collections qui ont complètement bouleversé notre connaissance, non pas des pratiques funéraires romaines, mais disons de la compréhension de la nécropole des Martres elle-même, qui n'a actuellement pas d'équivalent dans les provinces nord de l'Empire romain. On connaît évidemment des tombes avec des matériaux très bien conservés pour une époque contemporaine, mais en Égypte par exemple, où beaucoup de choses se conservent, mais dans les provinces nord de l'Empire romain, non, c'est tout à fait exceptionnel. Comme est également tout à fait exceptionnelle la formidable pluridisciplinarité qui s'est agrégée autour de problématiques qui étaient en fait des problématiques archéologiques au départ, d'anthropologie funéraire aussi, mais nous ne soupçonnions pas en fait le potentiel de ces collections. Est-ce qu'un nouveau programme de fouilles est envisageable sur le site?
Il est effectivement tentant d'envisager la reprise des fouilles à l'intérieur de cette nécropole. Il faut tenir compte du fait que l'emplacement en bordure d'un lotissement ne favorise peut-être pas forcément des fouilles de grande envergure. Le terrain a été largement bouleversé par le creusement de carrières d'argile. En tout cas, si cette opération devait se faire, ce serait une opération extrêmement réfléchie en amont et qui ne pourrait se faire qu'en concertation avec le service régional d'archéologie. La fouille de nouvelles sépultures apporterait très vraisemblablement des connaissances beaucoup plus précises sur les ensembles funéraires, puisque nous aurions des méthodes de fouille véritablement adaptées à la nature de la documentation, un anthropologue funéraire sur le terrain, des spécialistes du textile, des spécialistes du cuir directement sur le terrain, puisque on sait que dès lors que l'on sort des matériaux organiques de leur milieu d'enfouissement, il faut évidemment intervenir très très vite, même si les collections conservées au musée Bargouin nous suggèrent que ces collections ne bougent plus à l'heure actuelle et qu'elles sont dans un état de conservation tout à fait hors du commun, lié vraisemblablement à la présence de poches de gaz carbonique qui ont complètement saturé l'atmosphère des inhumations et empêché le développement des bactéries à l'intérieur de celles-ci. Et cela permettrait peut-être aussi d'en avoir le cœur net sur la présence de ces poches de gaz carbonique. Donc cela permettrait de jouer sur un certain nombre de tableaux, à la fois anthropologie funéraire, matériaux organiques et peut-être études géophysiques liées à la nature du terrain. Donc ça serait un projet tout à fait stimulant, bien entendu, mais qui n'est pas d'actualité pour le moment.